Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en effet, gouverner, c'est prévoir et le rôle des politiques est bien de se projeter au-delà de la vision à court terme qui caractérise trop souvent les décisions économiques. Or, cette vision, qu'on le veuille ou non, est largement partagée aussi bien par les partisans du néolibéralisme tellement décrié que par les néo-keynésiens qui nous gouvernent alternativement. Car si Friedrich Hayek juge absurde toute technique de gouvernement prétendant intervenir sur les mécanismes du marché, Keynes propose lui aussi d'agir sur le court terme et il ne faut pas oublier sa déclaration « à long terme, nous serons tous morts ». Et ce sont les gens qui nous gouvernent qui pensent de cette façon. La position du Rassemblement national qui consiste à rétablir l'ordre des choses et donc à réaffirmer la priorité du politique afin de définir les axes d'une stratégie à long terme est donc plutôt conforme avec les préoccupations qui sont exprimées dans ce rapport sur l'avenir de la planète, mais à condition de s'appuyer sur un diagnostic solide et de fixer les priorités. Car il n'est jamais bon de jouer sur les peurs pour contraindre les peuples à des choix qui, à juste titre, ne leur semblent pas toujours bénéfiques. C'est pourquoi, avant de nous pencher sur les axes de la stratégie régionale et le mode de gouvernance, il est important de revenir sur le contexte. Bien sûr, il ne s'agit pas d'ouvrir un débat sur l'histoire des changements climatiques et sur leurs causes, si tant est qu'il soit encore possible aujourd'hui d'en débattre sereinement. Car, comme le constatait amèrement Philippe Verdier, licencié par France 2 pour avoir émis des opinions contraires à la doxa climatique, et oui, il devient impossible dans notre pays d'exposer un avis ouvert sur cette question sans être insulté ou stigmatisé. Je sais par conséquent que le simple fait d'exprimer une nuance, une critique, voire le moindre murmure sur un sujet aussi sensible risque de provoquer les clameurs d'indignation habituelles, mais je répondrai simplement en citant Claude Bernard, le père de la méthode expérimentale, qui disait « Là où l'on crie, il n'y a pas de science ». Et l'on peut en effet reprocher à nombre d'experts de se concentrer sur les données de court terme, essentiellement sur l'évolution des températures depuis 1850, qui correspond au début de la révolution industrielle. Une vision plus large, à l'échelle des temps géologiques, devrait nous rendre plus modestes et nous rappeler que nous vivons actuellement dans un interglaciaire et qu'aucun modèle ne peut prédire si dans un siècle le climat sera plus chaud ou plus froid à l'échelle de notre globe. En réalité, la démarche du GIEC n'est qu'un avatar du scientisme politique défini par Auguste Comte et Ernest Renan parfaitement, prétendant inféoder la politique à la science, mais de facto permettant à certains de récupérer la science dûment sélectionnée en ne retenant que ce qui leur convient pour avancer des agendas politiques particuliers. Pour ne prendre que l'exemple de notre région, et sans remonter à l'optimum climatique du Moyen-Âge, lui-même relativisé, pour ne pas dire contesté à tel point il gêne. Au XVe et XVIe siècle, la Touraine produisait encore non seulement des agrumes, mais aussi des grenades, des dattes, des abricots, des figues et des olives. De nombreuses chroniques en témoignent. La culture de l'olivier n'y fut abandonnée qu'après le grand hiver de 1709. Globalement d'ailleurs, on peut considérer que les périodes de réchauffement ont été favorables à l'humanité, au contraire des périodes de glaciation. C'est pourquoi nous refusons de sombrer dans le catastrophisme. J'ajouterai qu'il y a peut-être plus grave et plus urgent que les émissions de CO2, par exemple la déforestation, l'artificialisation des sols, le prélèvement excessif de ressources naturelles ou la perte de biodiversité. Il est évident que la cause principale de ces phénomènes demeure la pression démographique et qu'il ne suffit pas de préconiser une stratégie de sobriété pour inverser la tendance actuelle. Cela pourrait s'appliquer peut-être aux pays les plus riches, sans oublier toutefois que tout le monde n'y connaît pas la surabondance matérielle, ce qui est écrit dans ce rapport. Il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent des difficultés, la précarité, et vivent parfois sous ce que l'on définit comme le seuil de pauvreté. C'est la fameuse opposition entre la fin du monde et la fin du mois
une des causes de la crise sociale que nous traversons et vos propositions sont loin d'y répondre. Mais cette recommandation est encore plus illusoire dans les pays les plus pauvres, où une part importante de la population non seulement n'est pas dans la surconsommation, mais dans la survie. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le classement des pays en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat, classement établi par le FMI. En 2016 et ses prévisions pour 2030, la France serait aujourd'hui au 10e rang. Mais en 2030, puisque nous nous dirigeons globalement, selon le FMI, vers une harmonisation du PIB par habitant, cela amènera des pays, y compris comme l'Égypte et le Nigeria, à nous devancer. Au total, en prenant les 32 premiers pays du classement du FMI, le PIB global augmenterait d'ici 2050 de 158%, pour une population mondiale estimée à 9,8 milliards d'habitants, avec toutes les conséquences que cela va entraîner sur la consommation d'énergie et l'exploitation des ressources naturelles. C'est dans ce contexte global qu'il convient de raisonner, pas dans le microcosme de notre région qui représente 3/10 de la population mondiale. Une stratégie de transition énergétique ne pourrait donc s'envisager qu'au niveau national. Mais la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, estime qu'il faudrait mobiliser entre 55 et 85 milliards d'euros par an en France pour lutter contre le réchauffement climatique, soit environ le produit de l'impôt sur le revenu. Et ce n'est pas sans rappeler le vœu présenté par les groupes écologistes et SRD en octobre dernier, qui proposait la création d'un budget climat de 100 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne, ce qui reviendrait à doubler la contribution des États membres ou bien de créer directement un impôt européen. C'est pourquoi il serait illusoire de surestimer le rôle de la région au regard de l'évier qui sont les siens. Et n'essayez pas de nous ressortir la légende du colibri. Nous ne sommes pas ici sur les bancs de l'école maternelle. Mais au-delà des moyens, encore faudrait-il que les axes retenus soient pertinents, ce qui ne nous semble pas toujours le cas. Nous soutiendrons, nous allons y revenir, les mesures en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments, la géothermie, la méthanisation. Nous pouvons aussi encourager les recherches sur l'hydrogène, en faisant remarquer tout de même que ça devrait être d'abord le rôle de l'État, ou encore les projets raisonnables de méthanisation. Mais nous ne vous suivons pas sur les éoliennes ou le photovoltaïque, sur le tout électrique pour les véhicules, ni sur l'idée d'une COP régionale. Nous regrettons aussi que la question du nucléaire soit volontairement éludée, alors que, hasard de l'actualité, la France vient de battre son record d'exportation d'électricité nucléaire avec une pointe de 17 415 mégawatts, environ le quart de sa consommation instantanée, pour compenser le déficit de production des éoliennes, presque à l'arrêt en Europe en raison des conditions anticycloniques. Et l'on oublie de mentionner la seule énergie qui pourra demain répondre aux défis mondiaux que je viens d'évoquer, la fusion thermonucléaire. Voilà, je vous remercie.